Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Markovitch et vous allez voir comment un petit truand a bouleversé le monde politique des années 70. Tout commence le 1er octobre 1968 quand est découvert un corps emballé dans un plastique de matelas et des couvertures. C'est dans une décharge des Yvelines qu'un ferrailleur a fait la macabre découverte. La police est donc appelée sur cette scène de crime qui ressemble à n'importe quel autre fait divers. Très rapidement, on découvre l'identité de la victime. Il s'agit de Stefan Markovitch, un jeune Yougoslave crapuleux. Pour ceux qui sont forts en géo, la Yougoslavie, c'est là. Et il se trouve que cet homme était l'homme à tout faire de Alain Delon. Avant de continuer, un petit point sur le contexte historique s'impose pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Il se trouve qu'à cette époque, on arrive à la fin de la présidence de Charles de Gaulle. Le futur président Georges Pompidou est le premier ministre, enfin ancien premier ministre, puisqu'au moment de l'enquête, il avait démissionné en juillet 1968. Il avait donc une grande place dans le gouvernement à cette époque et est très bien connu du peuple français. Le sexe à cette époque est encore quelque chose de très tabou. Je vous laisse même pas imaginer à quoi devait ressembler un adultère. Il y a une autre personnalité très importante dans cette affaire, Alain Delon. Pour ceux qui ne le savent pas, Alain Delon est une superstar du cinéma français des années 70. Il avait de très beaux contacts avec la haute sphère de la société française. Bon, jusque là j'avoue que c'était pas très drôle, mais à partir de maintenant vous allez voir que ça va devenir très croustillant. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi le mot victime ne coïncide pas du tout avec notre ami Marko. Ce cher Markovitch était loin d'être un innocent personnage, bien au contraire. En effet, le jeune Yougoslave avait comme habitude de créer de petites soirées olé olé entre les personnalités politiques. Et olé olé, c'est bien ce que vous pensez. Il faut croire que le sexe n'était pas aussi tabou que ça dans la haute sphère. Il pouvait se permettre d'offrir ce genre de plaisir au plus grand nom de l'époque. Jusque là, vous allez me dire rien de grave. Après tout, ils ont le droit de s'amuser et je vous dirais que oui. Mais là où ça devient croustillant, c'est que notre Stéphane prenait discrètement en photo ses personnalités en position compromettante afin de les faire chanter. On peut maintenant revenir sur notre enquête. Comme vous l'imaginez très certainement, avec ce genre de pratique, notre Markovitch avait tout un panel de personnes qui possédaient un mobile. Avec une telle affaire, vous vous doutez bien que la presse ne s'est pas du tout privée de mettre à la une de leurs journaux cette grande affaire. C'est maintenant que cette histoire prend de très grandes proportions puisque la femme de Pompidou est à présent mise en cause. Et oui, Markovitch ne se contentait pas d'inviter de simples stars du show business à ses soirées. Ça y est, la machine est lancée. Des photos truquées se mettent à pulluler de partout. Alors attention, on est loin des montages Photoshop, on est plus du côté découpage et collage des photos comme quand tu étais en primaire. Malgré ces trucages un peu foireux, le doute persiste. Dès lors, les enquêteurs se mettent à comprendre que le crime de Monsieur Markovitch n'est pas un simple fait divers, mais une affaire d'État. En creusant, les enquêteurs découvrent que Stefan Markovitch avait envoyé une lettre disant que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait chercher du côté de AD, pour Alain Delon, et de François Marcantoni, un vrai gangster corse. Ils seront tous deux rapidement interpellés et interrogés. D'ailleurs, Alain Delon se fera interpeller lors du tournage de son film La Piscine. Lorsque l'affaire éclate, Georges Pompidou passe ses vacances de la Toussaint avec sa famille à Carjac. Loin des tumultes, il ne se doute de rien. Ni René Capitan, ni le premier ministre de l'époque, Maurice Couve de Murville, chargé par De Gaulle de l'informer, ne l'ont alerté. Mais à un moment, un ex-collaborateur de l'ancien chef du gouvernement lui rend visite et il lui annonce que sa femme Claude a commis un adultère. Pompidou est, comme on pourrait le deviner, blessé et furieux. À ce moment-là, Georges Pompidou remonte à Paris. Sa rencontre avec De Gaulle sera froide, très froide. Il lui dira qu'il se présentera aux prochaines élections présidentielles, ce à quoi Charles de Gaulle lui dira « J'ai le devoir et l'intention de remplir mon mandat jusqu'à son terme ». Très rapidement, l'affaire monte en justice, mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas le fin mot de l'histoire. Il n'y aura aucun procès et François Marcantoni bénéficiera d'un non-lieu. Heureusement, ces histoires n'ont pas eu de grosses conséquences sur la carrière de Georges Pompidou. Il sera d'ailleurs élu quelques mois plus tard, chef de l'État, le 15 juillet 1969. Mais il gardera toute sa vie dans sa poche un petit carnet comprenant les noms des gens qui avaient participé au complot.